Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette introduction. Donc, dernière présentation de la journée, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Après, c'est l'apéro, donc tout va bien. Donc, en effet, on est sur un salon où on parle de BIM. On a du BIM quasiment voilà, sur tous les stands. Et là, je vais faire un petit pas de côté pour vous montrer ce qu'il peut y avoir après finalement la phase de BIM conception ou de BIM exécution et se rapprocher de la notion de BIM exploitation. Donc chez nous, chez Cardam Digital, la plateforme Building Operating System, nous l'appelons KD Convergence parce que c'est avant tout finalement une plateforme qui a pour vocation de faire converger différentes données. Des données dites plutôt de structure, des données froides, donc toutes les données qu'on va pouvoir retrouver dans une maquette, les familles, les propriétés, la géométrie, mais aussi toutes les données chaudes, temps réel ou quasi temps réel, donc toutes les données que le bâtiment va produire tout au long de son cycle de vie. Alors ça va être les données des capteurs, ça va être aussi la possibilité d'actionner. Et donc la plateforme de convergence, elle a pour vocation de réunir l'ensemble de ces données. Ce que je vous propose pour aborder le sujet, parce qu'on a un temps assez court, une vingtaine de minutes ensemble, laisser un peu de place aux questions, c'est de l'aborder sous finalement un fil rouge qui est le flux de la donnée, le chemin de la donnée, le parcours de la donnée, avec ce que l'on vit finalement sur différents projets, que ce soit des projets sur lesquels il y a des maquettes ou des projets sur lesquels il n'y a pas de maquette. C'est-à-dire qu'il y a une première étape pour nous, quand on dit du BIM au boss, en réalité, c'est de ce qui est disponible sur un projet vers le boss. Donc ça peut être un nuage de points, on en a sur un certain nombre de stands. Ça peut être des plans de masse de type AutoCAD ou des maquettes BIM, donc des maquettes, que ce soit des maquettes IFC, que ce soit des maquettes natives, Revit, Archicad, ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier point. On va partir, nous, de cette source. Et ces données, elles vont être identifiées, elles vont être collectées. Et ces différentes données, c'est notre point de départ, ces données disponibles. À partir de là, ces données, on les importe, on les organise, on les structure, on va dire simplement déjà, on les collecte. Et à partir de cette collecte, qui peut se faire, il peut y avoir une petite phase de post-traitement, de nettoyage. Ça peut se faire à travers un outil type Revit. Et le chemin de la donnée vraiment du BIM au boss démarre à partir de là, réellement. Et ça démarre comment? Ça démarre par une importation. Donc là, on a une démarche de processing qui va permettre d'importer, d'utiliser toutes les données disponibles que j'ai citées précédemment pour nourrir ce qui va être le jumeau numérique. Donc la première version du jumeau numérique avec la géométrie, avec les systèmes, avec les différents capteurs, actionneurs du bâtiment. Puis, ce digital twin va servir, va nourrir ensuite toutes les applications qu'on va pouvoir retrouver, par exemple des applications end-user, des applications utilisateurs, des applications pour les occupants, pour qu'ils puissent réserver une salle de réunion, qu'ils puissent réserver un parking, qu'ils puissent déclarer un incident, et les applications plutôt au service de l'exploitant. Donc là, pour un facility manager, par exemple. Donc voilà le parcours que je voulais vous présenter en quelques instants. Et plutôt que de vous abreuver de slides, d'autant qu'on est en plutôt milieu fin de journée, je vais je vous propose une petite démonstration de vous montrer déjà à quoi ça ressemble et quelle est notre vision finalement des choses.
Donc quelque chose que, voilà, qui doit parler à beaucoup d'entre vous, qui est simplement ici la visualisation d'une maquette dans Revit. Point de départ que j'expliquais tout à l'heure, voilà, récupérer un certain nombre d'éléments, 1, 2, 3, 4, 10, 50 maquettes, à la limite, peu importe. On va avoir les éléments de géométrie, j'ai tous les éléments disponibles en fin ou pendant la phase d'exécution. Et le chemin de la donnée, dans mon schéma précédent, démarre là. C'est-à-dire qu'à partir de ça, de ce que l'on voit ici, on a ici, on va avoir un add-in, même un plugin, qui va permettre justement de générer la première version du Digital Twin à partir de ces données-là. Si on n'était pas, comme on l'est ici, sur Revit, on peut directement pousser un fichier IFC ou un fichier Revit natif dans la plateforme, et c'est du processing qui se fait côté serveur. Et là, pour vous le montrer, voilà, là c'est le complément qui est là et qui va permettre justement de générer, d'exporter tous les éléments, géométrie, équipement, ainsi de suite, vers le jumeau numérique. Donc c'est vraiment le point de départ, c'est déjà ce qui existe. Donc la fin finalement, enfin, les maquettes en phase exécution, c'est vraiment ça le point de départ. Puis, et on va aussi générer ce que je vous montre ici, c'est-à-dire des rendus. On va générer, nous, systématiquement, on génère un rendu texturé, qui est ici une perspective, hein, c'est-à-dire niveau par niveau. Et ce rendu texturé, il est géoréférencé, donc il est juste en coordonnées latitude, longitude à l'échelle de la planète. Et c'est ce format, cette visu, qui va servir au niveau du back-office que je vous montre là, hein, c'est le back-office du boss que je vous montre là, qui va servir à visualiser tout ce que l'on va faire au niveau du jumeau numérique. Donc par exemple, dans l'importation, si je vous montre, vous voyez, cet amphithéâtre, cet auditorium, qui a été modélisé dans la maquette, au niveau du jumeau numérique, il est enregistré dans un référentiel qui est un référentiel normalisé. Donc chez nous, nous utilisons Brick, mais ça veut dire que cet espace est enregistré, il est typé et il va pouvoir être ensuite manipulé de façon unique, quelles que soient ensuite les applications. Si je prends un exemple ici d'une autre pièce, la même chose, on va retrouver, voilà, on sait qu'ici c'est un espace, c'est une pièce et c'est une meeting room. On conserve bien évidemment son identifiant, en l'occurrence ici IFC, et on va pouvoir descendre comme ça un petit peu à la manière de poupée russe jusqu'au mobilier, aux équipements, aux systèmes, aux sous-systèmes, ainsi de suite. Donc tout est référencé, tout est organisé au niveau de la plateforme de convergence, au niveau du Building Operating System. Si je vous montre des équipements, voilà, par exemple, on va se déplacer un petit peu. Cet équipement, le multicapteur, donc qui était dans la maquette, que l'on retrouve dans le Digital Twin. Ici, on a toutes ces propriétés telles qu'on les avait dans la maquette, donc organisées, structurées, et en plus, on va avoir les données temps réel de ce capteur issues du système qui fournit la donnée. Donc là, capteur de température, capteur de CO2, capteur d'humidité. Donc ça, c'est l'interface centrale, le Building Operating System. Et ce Building Operating System, c'est lui ensuite qui nourrit les applications utilisateurs. Et c'est celles-ci qui vont être le plus utiles en phase d'exploitation.
Donc deux types d'interfaces majoritairement, comme je disais tout à l'heure, des applications plutôt à destination des utilisateurs finaux, le workplace, et des applications plutôt à destination de l'exploitant. Je vais vous montrer à destination de l'exploitant un exemple. Donc chez nous, chez Cardam, c'est ce qu'on appelle le KD Cockpit. Ce KD Cockpit, c'est une interface finalement transverse d'hypervision qui permet, en fonction du profil, d'afficher toutes les informations qui concernent le bâtiment. Donc c'est une hypervision absolument globale. En fonction des profils, on va afficher les informations que l'on souhaite sous forme de graphes, d'histogrammes. Ce que je voulais vous montrer comme exemple, c'est un exemple sur des alertes. Donc des alertes qui peuvent provenir d'une GTB, enfin d'un MCR, qui peuvent provenir d'un contrôle d'accès, qui peuvent provenir d'un système d'ouverture de parking. Donc l'ensemble des alertes sont remontées, sont collectées par le Building Operating System et sont mises à disposition, sont affichées à travers cette interface. Donc ici, je vous montre un affichage en mode liste et un affichage en mode plan, cartographie. Donc bien évidemment, le référentiel est le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui est fourni par le Building Operating System, avec une vue 3D texturée en perspective, parce que c'est ce qui est le plus simple pour visualiser un ensemble d'alertes rapidement en un coup d'œil. Donc ici, on a deux alertes, donc on a un seul niveau. Si on avait des alertes sur plusieurs niveaux, on aurait les différents niveaux qui s'affichaient. Et si on avait des alertes dans tout le bâtiment, on aurait d'abord le bâtiment qui s'afficherait et ensuite la possibilité de visualiser niveau par niveau. Puis, que ça soit un clic sur l'alerte ici ou ici, là, cette fois-ci, l'objectif, c'est d'aller dans le détail et de comprendre la problématique. Et d'être capable, l'enjeu, c'est de pouvoir qualifier le plus vite possible et de pouvoir aider le plus possible le facility manager ou le technicien pour que l'intervention soit la plus rapide et la plus efficace possible. C'est ça l'enjeu. En lui donnant toutes les informations en un seul point, sans qu'il ait besoin d'aller chercher l'information qui va l'aider à différents endroits. Donc là, on bascule immédiatement dans une interface qui est une interface de type qui va voilà, là on est vraiment en temps réel, hein, une interface de type qu'on pourrait qualifier de BIM-GEM. C'est une interface de BIM gestion exploitation maintenance où nous avons choisi de garder une vue coupe, donc une vue qui permet de visualiser le niveau, de tout de suite focuser sur le problème, puisqu'on était sur un luminaire qui est en défaut. Donc là, c'est le luminaire ici qui est en défaut. Voilà, hein. Donc on est bien sur la maquette. Et d'avoir immédiatement dans le panel de droite, toutes les informations qui vont permettre d'intervenir. En bas, on a les informations, on a les propriétés, donc toutes les propriétés plutôt statiques, donc tout ce qui permet d'identifier l'équipement. Donc là, on va avoir son nom, on va avoir la marque du luminaire, on va avoir toutes les informations techniques sur le luminaire, on va avoir la fiche technique du luminaire. Et sur la partie du dessus, on a les informations dynamiques, c'est-à-dire là, on a le problème, donc la nature du problème, depuis quand le problème est survenu. Et on va avoir la possibilité aussi d'actionner, puisque c'est un luminaire, on a deux types d'actions qui étaient virtualisées au niveau du Building Operating System, la possibilité d'allumer ou d'éteindre. Donc, depuis cette interface-là, il est possible d'actionner, allumer ou éteindre. C'est-à-dire que cette interface, elle peut très bien être, on peut l'imaginer, sur un smartphone ou sur une tablette. Et comme on est dans une interface de type BIM-GEM, il est aussi possible de changer d'angle de vue parce que le technicien va très bien pouvoir dire « Ok, je vois, donc maintenant pour intervenir, est-ce que je peux mettre une échelle? Est-ce que je peux mettre un échafaudage ?» Donc là, on est
la même interface, je dirais, ouais, en utilisant la navigation via le petit composant de gauche, permet automatiquement de dire, bah, tiens, je veux me positionner là et je veux être dans tel angle de vue, de façon à visualiser l'équipement, cette fois-ci, vu du dessous. Ça peut être aussi un moyen de se déplacer ensuite dans la maquette pour voir comment intervenir, par où faire passer un échafaudage, ainsi de suite. Si je bascule sur la deuxième alerte, vous voyez, donc ici on est sur ce multicapteur. Donc vous voyez, automatiquement les informations du panel se sont actualisées en fonction de la problématique. Donc là, on a bien toutes les informations dynamiques qui étaient initialement fournies dans la maquette exécution. Les informations temps réel et la problématique, donc le détail de l'alerte. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'à travers ce type d'interface, on peut imaginer, il y a une multitude d'usages. Là, je vous ai montré un usage qui était un usage, je dirais, alerte. Mais ça peut être toutes les données statiques et toutes les données dynamiques étant disponibles à travers cet environnement. On peut imaginer une multitude d'usages, par exemple, connaître la surface d'un bureau, savoir quelle est, voilà, pour pouvoir changer une moquette, voilà, quel est le type de la moquette, quelle est la référence de la moquette. Ça, c'est possible de le faire au niveau d'une pièce, d'un ensemble de pièces. On peut avoir exactement la même approche au niveau des façades. Si on veut connaître la surface vitrée de telle et telle façade. Et toutes ces données-là sont disponibles à travers finalement, un même point d'accès. Et ce point d'accès unique a un avantage énorme, c'est que c'est surtout très utile et très important dans une logique de mise à jour dans le temps. Parce que bien évidemment, le bâtiment va évoluer tout au long de sa vie. Il va pouvoir y avoir un cloisonnement, un décloisonnement, un recloisonnement, un changement de certains mobiliers, un déplacement de certains mobiliers. Et aujourd'hui, une des difficultés rencontrées, c'est la pluralité des outils et des solutions qui ont tendance à stocker leurs données dans des silos, dans leurs solutions propres. Et il y a une difficulté d'avoir une harmonisation, une mise à jour de toutes les interfaces en même temps. Là, la démarche que je vous montre ici, elle a le mérite de permettre justement une mise à jour simplifiée. Si je prends l'exemple d'un décloisonnement, imaginons que ici, on veuille supprimer cette cloison-là. L'intérêt, c'est qu'en supprimant cette cloison ici à la source et en activant donc, la mise à jour à travers le complément que je vous ai montré tout à l'heure, automatiquement, la modification est traitée par le Building Operating System qui va ensuite répercuter cette mise à jour sur tous les applicatifs qui utilisent et qui consomment le Building Operating System à travers son API. Donc que ce soit les applications de service pour les utilisateurs ou que ce soit les applications d'exploitation. Donc ça, c'est intéressant parce que ça évite d'avoir à maintenir X systèmes les uns à côté des autres. Ça garantit une mise à jour en quasi temps réel et ça permet de planifier aussi les choses. Lors de ce décloisonnement, il va y avoir une incidence, il peut y avoir une incidence sur la régulation, sur l'éclairage, les actions d'éclairage. Et l'ensemble de ces étapes-là vont être coordonnées de façon à permettre aux utilisateurs
donc les exploitants d'un côté, les utilisateurs finaux, d'avoir l'information juste à tout moment. Donc ça veut dire, au final, finalement, ce qu'on peut retenir, c'est un gain de temps, donc forcément un gain d'argent, mais aussi une qualité de service bien supérieure et une base de données disponible et à jour tout au long de la vie du bâtiment. Donc ça, c'est la première chose, enfin voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Il nous reste quelques minutes aussi pour juste ouvrir un petit peu les perspectives, parce qu'à partir aussi de cette base de données, de cette plateforme de convergence, il est possible, et nous travaillons beaucoup en propre et avec des partenaires, sur des modules, des moteurs d'intelligence artificielle qui s'appuient sur les données, cette fois-ci non pas pour les afficher comme je vous l'ai montré, ou pour permettre ou s'inscrire dans une démarche d'excellence opérationnelle, mais pour permettre de faire de l'optimisation. Par exemple, de l'optimisation énergétique. Les modules de pilotage énergétique en fonction de l'usage, donc vraiment de l'occupation dans les bâtiments, mais aussi en fonction de la météo et pas uniquement de la température extérieure ou intérieure, en fonction de l'éclairage de telle et telle façade, permettent d'optimiser la production de chaud ou de froid et d'obtenir des gains de l'ordre de 15 à 25% par rapport à un MCR traditionnel. Donc là, l'être humain ne pourrait pas le faire parce que ça nécessiterait d'envoyer des consignes très nombreuses aux différents groupes chauds et froids. Là, l'IA peut justement le faire. Autre exemple, c'est tout ce qui va être la prédiction d'utilisation et d'occupation. L'IA, en s'appuyant, en se nourrissant des données fournies par le boss, peut fournir des prévisions d'occupation des bureaux pour une semaine, un mois ou les 6 mois à venir. On peut imaginer aussi plein d'autres cas d'usage. Il va y avoir des usages sur la maintenance prédictive. Il va y avoir énormément de cas d'usage qui vont, c'est quasiment sûr, naître dans les années qui viennent. Et pour nourrir ces moteurs d'IA, il est nécessaire d'avoir des données de qualité, d'avoir des données les plus justes possibles et des données qui soient raffinées. Donc là encore, il est intéressant d'avoir une approche comme celle que je vous ai montrée qui permet d'avoir ce qu'on appelle un data lake, hein, d'avoir un enregistrement des données, un entrepôt de données important de façon à pouvoir nourrir et faire tourner les IA.